Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'estime de soi. Nous avions déjà fait une vidéo sur ce thème. Aujourd'hui je voulais aborder plus précisément un des piliers de l'estime de soi qui est l'apparence physique, l'acceptation corporelle. Aujourd'hui on sait que c'est un des piliers fondamentaux de l'estime de soi, puisque l'estime de soi, en quelque sorte, c'est un petit peu l'enracinement de ce que l'on peut voir à l'extérieur, en termes de comportement, aussi bien au niveau de la confiance en soi, c'est-à-dire j'ai confiance en mes capacités de réussite, j'ai un sentiment d'auto-efficacité, j'ai un sentiment d'efficacité personnelle qui est suffisant, donc ce qui me permet de rentrer et de m'engager dans l'action. Mais aussi l'affirmation de soi, c'est-à-dire je suis capable aujourd'hui de donner mon avis, de faire part de mon point de vue, même s'il n'est pas le même que celui de la majorité. Je suis capable de m'affirmer, je suis capable de dire non, je suis capable de faire part de mon mécontentement. Donc l'estime de soi finalement, c'est un peu la base, le fondement, c'est ce qu'on ne voit pas, ce sont les racines. Et donc un des piliers de l'estime de soi, qui est extrêmement importante, l'estime de soi aujourd'hui permet d'avoir un équilibre psycho-émotionnel, c'est extrêmement important d'avoir une bonne estime de soi, une estime de soi qui est stable pour vivre normalement et ne pas souffrir de troubles de l'estime de soi. C'est donc l'apparence physique. Donc aujourd'hui les pressions sociales que l'on subit, plus ou moins tous, à moins de vivre sur une île déserte, à moins d'être parti faire une retraite dans un monastère, nous subissons aujourd'hui des pressions sociales qui sont de plus en plus importantes sur notre apparence physique, à tel point qu'elles en deviennent toxiques. Alors je voulais vous parler en priorité de ce pilier qu'est l'apparence physique, parce qu'on est donc tous concernés par ces pressions sociales qui sont donc de plus en plus importantes, parce que finalement c'est aussi l'apparence physique, l'aspect physique, la beauté, c'est omniprésent, c'est ce qu'on voit en premier, on n'a pas besoin de faire preuve de sa beauté, c'est ce qui saute aux yeux finalement en tout premier lieu, contrairement à nos capacités intellectuelles qui doivent être validées par des examens, contrairement à nos capacités physiques qui sont contrôlées par exemple, ou en tout cas mises en avant lors de compétitions, la beauté s'impose. Et la beauté donc, ne dépend pas finalement de nos efforts. La beauté nous est léguée par nos parents, c'est un legs génétique, c'est un héritage génétique. Et la beauté aujourd'hui, si nous ne sommes pas hypocrites, la beauté aujourd'hui confère aux gens qui en bénéficient, aux personnes qui en bénéficient, qui ont eu la chance de pouvoir en bénéficier, d'en hériter des avantages, et ce depuis le plus jeune âge. C'est une vérité, c'est bien évidemment injuste et injustifié, mais c'est ce qu'on constate aujourd'hui à n'importe quel âge. La beauté est un facteur de discrimination, comme l'est le sexe, l'âge ou l'origine culturelle. Donc ces pressions sociales que l'on subit et qui sont de plus en plus fortes, de plus en plus omniprésentes du fait de l'évolution de notre société, avec l'apparition des médias de plus en plus présents, des réseaux sociaux, de l'utilisation de l'image corporelle, font que les troubles de l'estime de soi sont de plus en plus importants du fait de cette pression sociale. Les hommes et les femmes sont tout aussi bien touchés, bien que les hommes ont été épargnés pendant plusieurs années, ils commencent à nous rattraper, on voit de plus en plus d'images d'Apollon sur les abris de bus pour vendre des parfums ou des sous-vêtements, mais c'est vrai que la femme a été touchée en premier lieu. Donc aujourd'hui on se retrouve plus ou moins sur un pied égalitaire en termes de troubles de l'estime de soi du fait de la pression sociale sur les apparences, mais les études ont quand même prouvé que du fait des stéréotypes sexuels, toutes les études qui ont été faites de terrain expérimental ont prouvé que les femmes, et ce dès le plus jeune âge, avaient une estime de soi plus basse que les hommes, et ce sans aucune raison apparente, puisque la femme n'est pas moins intelligente que l'homme, n'a pas moins de capacités que l'homme. Alors il y a plusieurs hypothèses à cette explication d'estime de soi plus basse chez la femme, et celle qui semble la plus plausible, ce sont les stéréotypes sexuels. Pour vous donner un exemple,
on s'est rendu compte que dans les modèles d'éducation, inconsciemment, on avait tendance à dire à un petit garçon, par exemple, qui s'occupait de sa peluche, que c'était super, qu'il deviendrait sans doute médecin plus tard, et à une petite fille qui faisait exactement la même chose, qui s'occupait également de sa peluche. On avait plutôt tendance à lui dire, c'est bien, ma fille, plus tard tu seras infirmière. Alors, il n'y a pas de jugement de valeur sur l'importance et donc la valeur du métier de médecin et du métier d'infirmier, mais si nous sommes honnêtes, lorsqu'on regarde en termes de, comme le dit Christophe André, en termes de fiches de salaire à l'hôpital, c'est pas exactement les mêmes revenus. En termes que dit-il, de noms de rue, effectivement il y a quand même plus de noms de rue qui portent des noms de médecins que des noms d'infirmières, et on a donc tendance inconsciemment, dès le plus jeune âge, à un petit peu plafonner les ambitions sociales des petites filles. Alors heureusement aujourd'hui ça évolue énormément grâce aux féministes. J'espère que si vous avez des enfants, aussi bien des filles que des garçons, vous ne les bridez pas, surtout vos petites filles, que vous les bridez pas en termes d'évolution sociale, d'ascension sociale, d'études, et que vous leur faites bien comprendre qu'elles sont tout à fait capables, tout autant capables que leurs petits frères, de faire des grandes études et de devenir d'obtenir des postes à responsabilité et des postes qui sont reconnus socialement. Donc ça c'était un point dont je voulais vous faire part, c'est-à-dire vraiment ces stéréotypes sexuels qui font que déjà la femme, dès son plus jeune âge, a une estime de soi qui est plus basse que l'homme, et qu'aujourd'hui, effectivement, du fait des pressions sociales, les femmes ont été, depuis de très nombreuses années, stigmatisées au niveau de leur apparence physique, parce qu'on les comparait, on les mettait en permanence en comparaison avec des corps parfaits. Mais aujourd'hui, juste retour des choses, les hommes commencent eux aussi à douter de leur apparence physique. Alors je ne m'en réjouis pas, mais je trouve que c'est finalement un équilibre qui est tout à fait mérité. Donc l'apparence physique et l'acceptation que l'on en a de notre corps, finalement dépend du regard des autres, ou en tout cas de l'idée que l'on a de l'opinion des autres sur notre corps. Finalement, on ne juge pas notre apparence physique dans l'absolu, mais on juge toujours notre apparence physique par rapport à d'autres personnes. Donc finalement, on va se juger par rapport aux standards que la société nous impose. Et ces standards, vous vous en doutez, ont énormément évolué au fur et à mesure des années. Et on nous propose aujourd'hui des standards qui sont falsifiés, qui sont trafiqués, je dirais même, qui sont tunés, on pourrait employer ces termes également, et du coup on a tendance à se juger de plus en plus négativement par rapport à ces standards qui ne représentent plus du tout la personne lambda que l'on verrait aller acheter son pain le dimanche matin en même temps que nous quand on va promener son chien. Ces standards ont évolué parce que notre société actuelle, l'industrie de la publicité, l'industrie de la mode, de la beauté, de la chirurgie esthétique, ils se sont bien rendus compte que c'était vendeur et qu'il y avait de l'argent à se faire, à présenter, à envoyer du rêve finalement, à présenter des corps parfaits, des corps complètement remodelés, totalement artificiels, que c'était vendeur. Et forcément, dès qu'il y a de l'argent à se faire, tout est bon, toute supercherie est bonne à mettre en place, au détriment de notre estime de nous-mêmes, au détriment de notre acceptation corporelle, et ce qui crée de plus en plus des troubles psychologiques importants que l'on traîne pendant des années et des années, si on ne se rend pas compte, si on n'a pas cette prise de conscience et cette prise de recul par rapport à ces standards que l'on nous impose. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société actuelle, c'est beaucoup plus vendeur de nous dire soyez belle, mince, et vous aurez le monde à vos pieds, que soyez intelligente et bienveillante et vous aurez vous aurez également le monde à vos pieds. C'est beaucoup moins vendeur et ça rapporte beaucoup moins d'argent, donc il y a moins d'intérêt à diffuser ce type de message. Finalement, l'industrie de la publicité et les influenceurs, notamment les influenceurs fitness, ont tendance à véhiculer des messages qui sont hautement perturbants et culpabilisants pour la personne lambda. En gros, moi j'ai réussi à avoir ce corps, mais si tu restes dans ton canapé à manger des chips et à pas bouger tes grosses fesses, et ben tu garderas tes grosses fesses. Vous voyez à quel point ces messages sont agressifs
et véhicule vraiment des images qui vont avoir tendance à encore plus rabaisser l'estime de soi de la personne qui, pour X ou Y raison, ne trouve pas la motivation d'aller à la salle de sport, ne trouve pas l'énergie, le temps de mettre en place tel ou tel programme qu'on leur propose. Et je trouve quand même que c'est extrêmement dangereux, c'est extrêmement culpabilisant et dévalorisant de prodiguer ce type de message pour une personne qui se retrouve finalement à se comparer et à se dévaloriser en permanence par rapport à un modèle qu'il aura idéalisé. Donc finalement, notre société actuelle, l'industrie de la mode, de la beauté, de la chirurgie esthétique, de la médecine esthétique, l'industrie donc qui est autour, qui est en train de se construire, cette nouvelle industrie qui est en train de se construire autour des influenceurs, des youtubeurs, des blogueurs, qui ont donc tous des choses à vous vendre. Il y a un commerce, il y a beaucoup d'argent à se faire derrière cette nouvelle industrie. Finalement, nous balance au visage des modèles, des idéaux physiques qui sont pour la plupart retouchés, ne serait-ce que retouchés en termes de filtres photo, en termes de retouches Photoshop, en termes de filtres écran. Rappelez-vous quand même que la majorité des très grands influenceurs ont recours à des retouches vidéo, des retouches photos. Et si ce n'est pas ça, à de la médecine esthétique, des injections d'acide hyaluronique, de botox, de la chirurgie esthétique, des rhinoplasties. Voilà, on nous propose des images qui ont été complètement modifiées, trafiquées, qui ne sont pas naturelles, et on nous impose ces nouveaux standards qui ne sont pas aujourd'hui des standards naturels. Et ça, c'est un énorme problème parce que ce sont des comparaisons qui sont biaisées d'avance, qui ne sont pas justes et qui ne sont pas justifiables. Comment se comparer à quelqu'un qui d'une part, comme dirait Christophe André, des mannequins qui finalement, dont c'est le métier, donc qui passent leur journée à faire attention à leur corps, à bien manger, à faire du sport. Comment peut-on se comparer à ce type de personne? Comment se comparer à quelqu'un qui passe sa vie à la salle de sport parce qu'il n'a que ça à faire, parce qu'il est payé pour le faire? Comment se comparer à quelqu'un qui a eu recours à des dizaines et des dizaines d'actes de médecine esthétique, à de la chirurgie esthétique? Ce n'est pas possible, ce sont des comparaisons qui sont injustes et qui, encore une fois, vont dégrader l'estime de soi. Bientôt, on va nous proposer un package clonage pour pouvoir ressembler à telle ou telle actrice, telle ou telle influenceuse, avec telle ou telle opération à faire. Enfin, le monde devient complètement dingue, j'ai l'impression. Alors vous l'aurez bien compris, cette notion d'apparence physique, d'acceptation corporelle ne se fait pas uniquement n'est pas centré sur notre propre personne. On se compare toujours aux personnes qui nous entourent. Et jusqu'à, je pense, il y a une quinzaine, vingtaine d'années, on se comparait finalement à nos cousines, à nos sœurs, à nos voisines, aux gens qui passaient, à nos collègues de boulot. Et finalement, tout le monde se ressemblait plus ou moins, on était plus ou moins sur un pied égalitaire. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, des médias, de la publicité, de la télévision, d'internet, on assiste à un véritable matraquage de corps parfaits, de corps encore une fois retouchés, et on se retrouve à se comparer non plus à notre voisine qui finalement avait les mêmes complexes que nous, mais à des corps complètement irréalistes, des corps parfaits mais complètement retouchés et refaits. Alors l'exemple le plus classique, c'est celui de la poupée Barbie. Vous avez déjà sans doute entendu parler de ce fameux problème de la poupée Barbie, de l'image qu'elle renvoyait aux plus petites filles, hein, puisque aujourd'hui on sait que les poupées Barbie sont achetées dès l'âge de 4-5 ans, donc on renvoyait une image idéale du corps féminin qui finalement transposée à une femme d'1m70 n'est pas réalisable, n'est pas concevable humainement, sans avoir recours bien évidemment à la chirurgie esthétique. Il me semble que les mensurations c'était de l'ordre du 85 pour le tour de poitrine, 47 pour le tour de taille,
et 80 ou 75 pour le tour de hanche. Donc on est très loin de dimensions que l'on peut humainement atteindre. Donc c'est un énorme problème puisque cette poupée Barbie, on l'a mis dans les mains des plus jeunes fillettes, elles ont grandi avec cette image et on sait aujourd'hui qu'il est impensable et inconcevable de pouvoir avoir le corps d'une poupée Barbie. Sans encore une fois avoir recours à la chirurgie esthétique et même avec la chirurgie esthétique, ça serait quand même compliqué à moins de s'enlever quasiment toute la cage thoracique d'avoir un 45 de tour de taille. D'ailleurs, le mouvement féministe avait demandé à ce que soit noté sur les emballages de poupées Barbie que ce type de jouet pouvait nuire gravement à la santé et à l'équilibre psychologique des jeunes filles, un petit peu comme le tabac, les paquets de cigarettes et le cancer du poumon. Donc bon, ça n'a jamais été fait. Je sais que Mattel a revu un petit peu à la hausse les mensurations de la poupée Barbie en se basant sur des corps un petit peu plus réalistes, mais encore une fois pas n'importe quel corps, ils sont quand même restés sur des corps extrêmement fins avec voilà cette image des mannequins et le culte de l'extrême minceur, de la maigreur avec des IMC en dessous de 18. Ils ont fait un effort, mais bon, c'est quand même pas encore l'idéal, en tout cas le corps de n'importe quelle jeune femme que vous verriez en allant travailler. Alors le problème de toutes ces comparaisons, et donc vous l'avez compris, la société actuelle fait qu'on y est soumis au quotidien, hein. C'est pas comme si on avait droit à une comparaison une fois tous les 10 ans, c'est tous les jours quand vous allumez votre télé, quand vous allez prendre le métro, quand vous regardez des vidéos sur YouTube, tous les jours vous êtes soumis à ce matraquage de corps parfait, de beauté parfaite, et tous les jours cela nuit de plus en plus à votre estime de soi. Et il faut savoir que ces modèles qui ont été idéalisés, ces modèles qui ont été trafiqués, qui ont été retouchés, au lieu de nous motiver, et ça c'est vraiment l'idée qu'on essaye de nous faire croire, qu'en nous mettant ce type d'image, cela va nous motiver. Ce n'est pas vrai, toutes les études prouvent que cela ne nous motive pas, bien au contraire, cela nous rabaisse, cela nous dévalorise, cela diminue l'estime de soi, cela entraîne des difficultés d'acceptation corporelle, de la stigmatisation corporelle, et ça fait développer chez de très nombreuses jeunes filles des troubles de l'estime de soi, des troubles psychiques, des troubles du comportement alimentaire, notamment la boulimie, qui est un des troubles que l'on retrouve le plus souvent dans les problèmes d'acceptation corporelle. Donc non, ces modèles qui sont véhiculés, ces images qui nous sont bombardées en permanence au quotidien, nuisent gravement à l'estime de soi. Et d'ailleurs, je pense que comme sur les poupées Barbie, on devrait également demander à ce que sur toutes ces images qu'on nous expose, toutes ces vidéos que l'on regarde, que nous soit mis en sous-titres ou dans la barre d'infos, cette personne a eu recours à tel et tel acte de chirurgie esthétique, dans cette vidéo tel et tel filtre ont été mis en place, on a utilisé tel ou tel logiciel pour faire en sorte que l'apparence physique de cette personne soit parfaite. Ça devrait être mis en avant parce que ces comparaisons qui sont vraiment injustes, pose réellement problème, et ça n'est pas moteur, et ça vraiment, sachez-le, ça n'est pas moteur, c'est au contraire, c'est dégradant, c'est dévalorisant, c'est démotivant, et ça crée des troubles de l'estime de soi, une réelle chute de l'estime de soi. Et quand vous avez en permanence, tous les jours, ce matraquage, vous pouvez imaginer à quel point l'impact sur l'estime de soi est important. Donc ces comparaisons sont complètement toxiques, ce sont des comparaisons qui sont biaisées d'avance, ce sont des combats qui sont perdus d'avance. Et aujourd'hui, on sait que donc les troubles du comportement alimentaire, notamment la boulimie, peuvent se développer sur ce type de terrain. On a retrouvé également, il y a eu des études qui ont été faites sur notre capacité d'écouter nos systèmes d'autorégulation. Et on s'est rendu compte, lorsque l'on a fait des expériences en dévalorisant, enfin en portant atteinte volontairement, mais de manière gentillette, hein, à l'estime de soi, des sujets
de l'expérience. On leur demandait ensuite, c'était un petit test bidon, mais en gros on voulait voir combien de gâteaux, on leur proposait une assiette, on leur demandait de faire quelque chose et on voulait voir combien de gâteaux ils allaient manger. Et on s'est rendu compte que chez les patients, chez les sujets chez qui on avait diminué volontairement l'estime de soi, ils mangeaient 2 fois plus de gâteaux. Donc le fait de diminuer l'estime de soi de quelqu'un, ça va finalement l'empêcher de pouvoir écouter ses sensations alimentaires notamment, et donc manger plus. Donc vous voyez que les grignotages intempestifs, les crises hyperphagiques, le fait de manger plus que de raison, parfois ça peut venir, c'est en lien, c'est d'ailleurs pour ça que dans des consultations de nutrition comportementale on parle d'estime de soi, parce que ça peut venir de ce type de dérèglement de l'estime de soi. Le fait d'avoir une estime de soi trop basse peut faire que nous n'arrivons plus à écouter notre système, par exemple de régulation faim-satiété. Alors les proies les plus faciles de l'estime de soi, des troubles, des baisses de l'estime de soi et notamment donc de l'acceptation corporelle, de l'apparence physique, ce sont les jeunes filles. Ce sont les jeunes filles de 8 à 18-20 ans et donc les fillettes, jeunes filles, ados. On sait aujourd'hui que c'est le public principal que l'on retrouve par exemple sur YouTube. Donc c'est une cible. Pourquoi? Parce que c'est pendant cette période que se crée le niveau et la stabilité de l'estime de soi. Alors déjà on a parlé de ces jeunes filles qui avaient globalement une estime de soi qui était plus basse que les garçons, mais encore une fois c'est en train de changer, hein. De plus en plus de femmes ont des postes à responsabilité, de plus en plus de femmes font des grandes études, voilà, merci au mouvement féministe, c'est en train de changer. Mais bon, c'est le public cible. Les études ont démontré que l'estime de soi, au lieu d'augmenter chez cette catégorie de sujets, entre on va dire 8 et 25 ans, cette estime de soi a tendance à diminuer. Pourquoi? Parce qu'on sait que ce sont aujourd'hui ceux qui sont finalement les plus visés par le matraquage publicitaire, par les images diffusées sur les réseaux sociaux, par les comparaisons qui sont faites avec des personnes qui sont des modèles qui sont idéalisés, et ça pose énormément de problèmes. Aujourd'hui on sait que plus de 60% des adolescentes jugent qu'elles sont trop grosses, jugent qu'elles n'aiment pas leur physique. C'est quand même énorme, contre 20% qui estiment qu'elles ont un physique ok. Et on n'est pas parti regarder chez ces 20% si elles n'avaient pas des troubles du comportement alimentaire ou d'autres types de troubles. Donc c'est quand même assez impressionnant. Chez les adolescentes de 14-15 ans, plus d'un tiers ont déjà fait un régime minceur restrictif afin de perdre du poids et de ressembler à leurs images, à leur corps idéal qu'elles ont idéalisé. Et en fait, l'écart entre ce qu'elles sont et ce qu'elles voudraient être par rapport à des images qu'on leur impose est de plus en plus grand. Et c'est cet écart qui va créer des difficultés d'acceptation corporelle, des troubles de l'estime de soi, et ces jeunes filles vont garder et vont traîner et vont garder des stigmates de ce trouble pendant des années et des années, ce qui va plus tard les empêcher notamment par exemple de se lier aux autres, de créer des relations intimes, sécurisées et sécurisantes. D'ailleurs, cet écart entre ce qu'on est et ce que l'on aimerait être, cette distorsion, on la retrouve également dans la notion de poids. Quand on demande, d'ailleurs posez-vous la question, quand on demande à une jeune femme quel est le poids qu'elle aimerait faire, il est toujours beaucoup plus bas que le poids qu'elle fait. Et quand on leur demande quelle est pour elles l'idée qu'elles ont du poids idéal pour un homme, du poids idéal féminin, elles disent toujours un poids plus bas que celui que l'homme pense réellement. C'est-à-dire que par exemple l'homme va dire pour moi le poids idéal d'une femme d'1m60 c'est 55 kg, et elles vont penser que l'homme aurait tendance à dire par exemple 50 kg. Donc vous voyez ces distorsions qu'on a entre ce qu'on est et ce qu'on aimerait être, ce qu'on pense que ce que les hommes aimeraient qu'on soit, ce que l'on est vraiment et l'image qu'on renvoie aux autres. Toutes ces distorsions créent des troubles de l'estime de soi et des difficultés d'acceptation. Alors j'en viens, puisque je vous ai parlé de ces jeunes filles, j'en viens à vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, un sujet que je trouve de plus en plus présent aujourd'hui, extrêmement délicat, celui des youtubeuses, des influenceuses beauté, fitness et de la chirurgie esthétique. Puisque vous l'avez bien compris, les troubles de l'estime de soi dépendent énormément
de l'acceptation corporelle, de l'apparence physique, et cette apparence physique dépend des comparaisons sociales. Donc, jusqu'à quelques années, les youtubeuses, c'était vos amis. C'était votre petite copine de classe qui se filmait dans sa chambre, qui avait un physique tout à fait standard. C'était des gens proches de vous, aussi bien physiquement que dans leur façon de vivre. Donc ce sont devenus des modèles de confiance. Et les marques, l'industrie qui s'est créée autour de cette confiance, qui s'est créée entre l'influenceuse qui était un peu comme votre grande sœur, s'en sont données à cœur joie, puisqu'elles se sont servies de cette confiance. Le problème aujourd'hui, c'est que 6, 7 ans après le début de YouTube, l'influenceuse, la youtubeuse beauté d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle d'il y a 5-6 ans. D'ailleurs, si vous prenez la même youtubeuse il y a 5-6 ans, certaines, on ne les reconnaît même plus. Elles ont tellement eu recours à de la médecine esthétique, à de la chirurgie esthétique, à des logiciels de retouche, qu'on ne les reconnaît plus. Et vous aviez confiance en cette youtubeuse. Vous vous compariez à elle, c'était un petit peu votre modèle. Et vous arriviez à vous comparer à elle parce qu'elle était finalement comme vous. Aujourd'hui, vous avez toujours la même confiance en elle, mais le problème c'est qu'elle a changé. C'est qu'aujourd'hui, elle est finalement tout autant retouchée qu'une mannequin, tout autant retouchée, même voire peut-être plus qu'une nana qui a fait de la télé-réalité. En soi, c'est pas un problème. Je critique pas du tout les gens qui font de la chirurgie esthétique. Libre à chacun de faire ce qu'il veut de son physique. Le problème, c'est que ces comparaisons que donc on continue à faire avec ces youtubeuses qui finalement sont tout autant retouchées que des stars, pose un énorme problème au niveau de l'acceptation corporelle, au niveau de l'apparence physique. Parce que ces modèles qui étaient nos grandes sœurs sont devenus des modèles idéalisés. Alors, il n'y a rien de grave et je n'ai rien contre, et d'ailleurs en psychologie, on n'a rien contre les modèles et les anti-modèles. Les modèles nous permettent d'avancer, les anti-modèles nous permettent de remonter un petit peu notre estime de soi, ça permet d'équilibrer l'estime de soi. Mais par contre, les modèles qui sont idéalisés, ces modèles, on parle d'idéalo-pathologie, je crois que les psychiatres utilisent un terme de ce style-là. Quand on idéalise de manière pathologique un modèle, ça devient extrêmement dangereux pour l'estime de soi. On peut idéaliser un corps qu'on n'atteindra jamais, un physique que l'on n'atteindra jamais, sauf en ayant recours à des actes chirurgicaux, à des actes de médecine esthétique. Ça pose énormément de problèmes. Donc, ces jeunes filles qui vont passer leur journée à regarder des vidéos de youtubeuses qui renvoient des images idéalisées vont se retrouver avec des troubles extrêmement importants de l'estime de soi. Et les comparaisons toxiques qu'elles vont faire avec ces influenceuses vont générer chez elles une difficulté d'acceptation corporelle. Encore une fois, je n'ai rien contre la chirurgie esthétique. Et ce qu'il faudrait, c'est exactement ce dont parlait Christophe André, ce dont parlait le mouvement féministe, c'est qu'il faudrait imposer aux personnes qui ont décidé de devenir des modèles, de vivre de la confiance qu'a leur communauté en elles, de leur imposer, de stipuler dans chacune de leurs apparitions qu'elles ont eu recours à tel ou tel acte de chirurgie esthétique, tel ou tel acte de médecine esthétique, qu'elles ont eu recours à des filtres, à des retouches pour pouvoir avoir l'aspect qu'elles ont aujourd'hui. Je comprends tout à fait que ça permet de redorer un petit peu, de boursoufler un peu l'ego, d'avoir des commentaires extrêmement agréables sur son physique au quotidien. Mais je pense que l'équilibre psychologique de toutes ces jeunes filles qui vivent, de toute cette génération YouTube, qui vivent inondées d'images de corps parfaits, de visages parfaits, on leur doit la vérité. On leur doit la vérité pour qu'elles arrêtent de se comparer à des modèles qui ne sont pas la réalité. Et je pense que c'est important. Alors tous les influenceurs qui se cachent un petit peu derrière le droit à la vie privée, je pense que lorsqu'on a décidé de devenir un modèle, lorsque l'on sait que l'on est adulé, adoré, idéalisé par des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes, la vie privée ne doit pas prévaloir sur l'équilibre psychologique de toutes ces jeunes filles qui regardent des vidéos sur leur estime de soi, sur leur acceptation corporelle, et que on leur doit la vérité. On
leur doit d'être transparente vis-à-vis des actes que l'on a réalisés pour pouvoir avoir tel ou tel physique. Je pense que c'est vraiment extrêmement important. Je ne vise aucune influenceuse en particulier, je parle d'un sujet qui est d'actualité et qui veut se reconnaître dans mes propos se reconnaîtra, qui veut se sentir concerné, se sentira concerné, ça ne me pose aucun problème. Ce que je veux dire, c'est que certaines personnes préfèrent finalement un petit peu passer sous silence les actes auxquels elles ont eu recours pour ne pas encourager leur jeune public à faire de même. Mais je pense que c'est quand même un peu insulter l'intelligence du jeune public, même si pour certaines ça passe inaperçu, que de faire croire qu'on a pu complètement modifier la qualité de sa peau, la forme de son visage, le volume de ses lèvres, en ayant uniquement recours à du maquillage, à telle ou telle crème. Je sais que c'est très vendeur pour les marques et que ça rapporte beaucoup de diffuser ce type de message, mais ce n'est pas juste. C'est un manque de transparence, c'est de la malhonnêteté et je pense qu'il vaut mieux diffuser des messages qui sont clairs. Alors effectivement, on leur dira peut-être moins qu'elles sont belles ou qu'elles sont belles parce qu'elles ont fait de la chirurgie, mais au final c'est la vérité. Donc je pense qu'il faut quand même savoir accepter, je pense quand même qu'il faut prendre ses responsabilités lorsqu'on décide de devenir un personnage public qui influence des centaines de milliers de jeunes filles. On est donc responsable en partie de leur équilibre psychologique. Et aujourd'hui, encore une fois, de plus en plus de jeunes filles développent des troubles du comportement alimentaire, développent des troubles psychologiques parce qu'elles ont tendance à se comparer à des modèles qu'elles ont idéalisés et des modèles qui ne sont pas naturels, des modèles qui ont été retouchés. Et aujourd'hui, quand je vois la différence entre certaines youtubeuses à leur début et aujourd'hui, il y a un monde. Et si les jeunes filles imaginent qu'en achetant la même crème, qu'en achetant le même rouge à lèvres, qu'en achetant le même pantalon, elles vont pouvoir devenir comme leur modèle, il y a une arnaque, il y a une supercherie qu'on se doit de dénoncer. Alors je parle même pas de celles qui prônent le naturel, l'acceptation corporelle, alors que lorsque l'on regarde ce qu'elles étaient il y a quelques années et ce qu'elles sont aujourd'hui, elles ne se ressemblent plus du tout. Là on est dans de l'hypocrisie la plus totale. Et c'est quelque chose qu'il faut dénoncer. Encore une fois, je ne dénonce pas que telle ou telle personne ait pu avoir recours à la chirurgie esthétique, ça ne me pose aucun problème. Je demande juste à chaque influenceur de prendre la responsabilité de leurs actions. Lorsque l'on décide de devenir un personnage public, lorsque l'on vit grâce à sa communauté, on se doit de délivrer toute la vérité à sa communauté. Pour moi, c'est quelque chose qui me paraît évident. La vie privée, oui, la personne avec qui vous vivez, là où vous allez en vacances, ou que sais-je, ça regarde personne. Par contre, ce que vous faites sur votre visage ou sur votre corps pour pouvoir avoir ce physique qui fait que vous êtes suivi par tant de personnes, ça vous devez de donner des explications claires à tout ce public, ce jeune public qui vous suit et que vous influencez. Parce qu'en devenant des modèles idéalisés, des modèles qui ne sont pas atteignables de manière naturelle, encore une fois, ce n'est pas motivant pour ces jeunes filles. Au contraire, c'est dévalorisant, c'est rabaissant et ça diminue leur estime d'elles-mêmes. Et ces jeunes filles vont développer, à coup sûr, des troubles de l'estime de soi, qui vont même parfois virer à l'obsession de vouloir ressembler à tout prix à tel ou tel modèle que j'ai décidé de suivre avec des lois du tout ou rien. Soit j'arrive à lui ressembler parfaitement ou soit je suis nulle et je ne vaux rien. Et ça pose réellement de gros problèmes. Alors après avoir fait cette parenthèse sur voilà, ce phénomène influenceur, je vais vous parler un petit peu de la manière dont on pourrait essayer de prendre de la distance par rapport à ces comparaisons sociales toxiques, à cette pression sociale, cette surpression sociale. Donc notamment dans les consultations de nutrition comportementale, de psychonutrition, on travaille, on a un outil qui nous permet justement d'évaluer l'estime de soi des patients que l'on suit. Et si on se rend compte qu'il y a un trouble de l'estime de soi, notamment sur il y a d'autres composantes comme les compétences sociales et les performances, mais concernant
l'apparence physique, on met en situation, on propose certains exercices comportementaux de mise en situation, des petits jeux de rôle qui permettent à chaque patient finalement de retrouver, de se réconcilier avec leur apparence physique, notamment la remise à sa juste place du corps. C'est un exercice qui peut paraître un petit peu particulier, mais qui, quand il est fait au bon moment, fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire finalement essayer de faire prendre conscience à chaque patient qu'il a surévalué l'importance de son apparence physique et que avant d'être un corps, il est un être. Et que pour ce faire, ce qu'on demande aux patients, c'est de s'interroger, ou en tout cas de s'interroger sur ce qu'il aimerait que ses proches disent de lui une fois qu'il ne serait plus là. Donc ça peut paraître un petit peu spécial, mais dans le cadre, puisqu'on est complètement sorti du cadre, mais dans le cadre d'une consultation de psychonutrition, on sait placer cet exercice de manière tout à fait opportune. Donc voilà, c'est une des premières choses, remettre un petit peu le corps à sa juste place, ne pas lui donner trop de place. L'apparence physique, c'est important, c'est normal de s'intéresser à son apparence physique, mais surévaluer son apparence physique, tout miser sur son apparence physique, ne faire que sa vie ne tourne qu'autour de son apparence physique, ça ce n'est pas normal, c'est tout à fait pathologique. On peut aussi également demander aux patients d'élargir un petit peu sa focale attentionnelle, d'arrêter d'être complètement centré sur son corps, son apparence physique, ses complexes, et d'essayer d'élargir sa focale attentionnelle et de regarder un petit peu ce qui se passe chez son voisin. Et effectivement, si votre voisin votre voisine n'est pas une actrice, si votre voisine n'est pas une influenceuse beauté, il y a de fortes chances que votre voisine se retrouve un petit peu dans la même situation que vous, avec ses petits défauts, ses petits complexes, ce qui va vous permettre finalement de vous rendre compte que c'est humain, c'est tout à fait humain. Et c'est du coup tout à fait normal d'avoir des complexes, de ne pas avoir ce corps parfait. Si on vous interroge sur qui autour de vous a un corps parfait, je pense que vous pourrez, sans doute, vous aurez du mal à me citer 4 ou 5 personnes, à mon avis. Après, tout dépend de qui vous avez la chance ou l'honneur de fréquenter. Alors on demande aussi, on a des photos avec et sans retouche de stars très connues, et on invite chaque patient à avoir un regard critique justement sur toutes ces photos qui sont retouchées, puisque nous on n'a jamais l'occasion d'avoir les avant-après, on a très régulièrement que les après, les photos qui ont été retouchées pendant je ne sais pas combien de semaines. Donc du coup on a tendance à idéaliser ces modèles, et quand on les voit finalement sans retouche, on se dit qu'elles ne sont pas forcément mieux que nous. Donc c'est aussi intéressant de développer cet aspect critique des images qu'on veut bien nous communiquer, toujours dans le but, rappelez-vous, c'est toujours la même chose, c'est dans le but de vendre toujours plus. Alors Christophe André, le docteur Christophe André, qui est donc psychiatre, qui a écrit pas mal d'ouvrages sur l'estime de soi, je vous les présenterai en fin de vidéo, donnait un exemple qui m'a beaucoup fait sourire. Il disait que finalement, si vous voulez être sûr de gâcher votre vie, passez votre temps à vous comparer à des images sociales inaccessibles, trafiquées, passez vos journées à ne fréquenter que des gens qui ont les mêmes obsessions que vous sur leur corps, qui passent leur temps à la salle de sport, à aller chez le chirurgien esthétique, à aller faire de la médecine esthétique. Passez votre temps à accorder une importance démesurée à votre apparence physique, et vous aurez trouvé la recette magique pour vous gâcher la vie. Ça m'a beaucoup fait sourire cette anecdote. Et notamment, il parle également de ce mythe autour de Narcisse. Donc je pense que vous avez déjà entendu parler de ce mythe. Narcisse, donc, qui était un personnage extrêmement beau et séduisant, et qui ne répondait à aucune avance que toutes les nymphes lui faisaient. Elles étaient toutes amoureuses de lui, et il a donc été maudit par Némésis, qui lui a jeté donc cette malédiction, qu'il tomberait donc amoureux de quelqu'un, de quelque chose qu'il ne pourrait jamais avoir. Et Narcisse, en se regardant, en apercevant son reflet dans un cours d'eau, est tombé amoureux donc de son reflet. Et il en est mort d'inanition. D'où le terme de narcissisme.
c'est une pathologie de l'estime de soi. Avoir une estime de soi qui est trop haute est un trouble de l'estime de soi. Et on voit qu'aujourd'hui le narcissisme il est omniprésent, hein. Quand vous voyez le nombre de selfies sur les... J'en fais également, hein, je plaide coupable. Le nombre de selfies que l'on voit sur les réseaux sociaux, les miroirs omniprésents dans tous les habitats, le temps que l'on passe à se préparer, à accorder de l'importance à son apparence physique. Encore une fois, tout est question d'équilibre de soi. Donc effectivement, le fait d'élargir sa focale attentionnelle et de donner sa juste place à l'apparence physique permet quand même d'équilibrer l'estime de soi, d'avoir une vision plus large de ce que l'on est. Et que ce que l'on est ne se résume pas à une apparence physique. Et c'est extrêmement important d'essayer de valoriser nos autres attributs. J'ai fait une petite synthèse de ce que recommandait le docteur Christophe André concernant les troubles de l'estime de soi. Le travail notamment, particulièrement parce que dans cette vidéo on parle d'acceptation corporelle, je vous ai fait une petite synthèse. Et donc pour lui, comme on le fait en nutrition comportementale, de ne pas se laisser berner par la publicité, ne porter toujours un regard critique sur les standards physiques, les standards de beauté qui nous sont imposés, toujours avoir ce regard de se dire mais cette image, est-ce qu'elle n'a pas été retouchée? Est-ce que cette personne n'a pas eu recours à la chirurgie esthétique, à des actes de médecine esthétique? Alors est-ce que je peux humainement, de manière on va dire égalitaire, me comparer à elle? C'est vraiment une attitude importante à essayer de développer, ce regard critique que l'on peut avoir sur toutes ces pressions sociales qu'on nous impose, essayer de comprendre ce qui se passe derrière. Derrière, il y a toujours l'industrie de la mode, de la minceur, de la beauté. Ils ont des choses à nous vendre pour être plus mince, pour être plus jeune, pour avoir des lèvres plus pulpeuses. Ça marche, ça fait vendre. Donc essayez d'avoir un regard, de prendre un petit peu de distance par rapport à ça. Deuxième point, donc je vous en ai déjà parlé, il nous demande aussi d'être lucide sur ces stars qui ont des corps parfaits, sur ces mannequins qui ont des corps parfaits. Ce sont leurs métiers. Elles sont payées pour faire ça, elles passent leur journée à s'occuper d'elles, elles ont un staff autour d'elles qui s'occupe d'elles, elles font énormément d'efforts pour avoir telle ou telle apparence physique, elles ont recours à tel ou tel acte de chirurgie esthétique. Donc gardez cette lucidité sur les personnes que vous prenez comme modèle. Quelle est la machinerie qu'il y a autour d'elles que vous ne voyez pas et qui fait qu'elles sont comme elles vous le montrent aujourd'hui. Ça c'est quand même important d'avoir cette lucidité. Alors il demande également de se questionner un petit peu sur les véritables besoins qui se cachent derrière notre volonté d'acheter telle ou telle chose. Est-ce que vraiment ça nous rendrait plus heureux d'être comme ça, d'avoir telle ou telle apparence? Finalement, qu'est-ce qui nous rendrait réellement plus heureux que cette quête d'un physique idéal, d'un physique parfait. L'idée, ça serait vraiment d'essayer d'internaliser un peu les facteurs, les leviers de l'estime de soi et ne pas baser l'estime de soi uniquement sur des facteurs extérieurs et notamment sur l'apparence physique. Essayez de faire en sorte de cultiver des valeurs qui vont faire que notre estime de soi va être plus importante et plus stable. Des valeurs comme la bienveillance, la gentillesse, l'intelligence, l'altruisme, la générosité. Des valeurs que l'on peut cultiver et qui vont faire que notre estime de soi va être plus stable, va être un peu plus haute, apprendre à jouer d'un instrument, faire des études et réussir dans ses études. Il y a plein de choses que l'on peut mettre en place et qui ne dépendent pas de facteurs extérieurs et notamment des images de beauté qui nous sont imposées. Puis il nous demande, et ça je pense que c'est extrêmement important si vous avez des enfants, il nous demande d'apprendre à nos enfants dès le plus jeune âge à porter ce regard critique sur la publicité, à essayer de décoder tout ce qui se passe, l'envers du décor. Pourquoi est-ce qu'on nous matraque de ces images idéales, de ces corps parfaits? Quel est le but derrière tout ça? Et qu'est-ce qui est réellement humainement faisable? Donc finalement, le but, c'est de faire en sorte que notre estime de soi ne dépende pas uniquement sur ce facteur beauté qui est finalement déterminé génétiquement, sur lequel nous n'avons pas main mise. On a la chance ou non d'hériter de gènes de la beauté. Et si ce n'est pas le cas, il est quand même intéressant de pouvoir travailler sur d'autres critères sur lesquels on a main mise. On est tous capables aujourd'hui
de développer des qualités telles que, encore une fois, la bienveillance, la générosité, la curiosité d'esprit, le fait de s'intéresser aux autres, de prendre soin des autres. C'est des choses que nous pouvons mettre en place et qui sont à notre portée. En gros, essayer d'internaliser l'estime de soi. Mais malheureusement, dans la société dans laquelle on vit, et je vais finir sur ce point qui n'est pas très positif, mais c'est vrai que notre société moderne accorde beaucoup plus d'importance aux gens qui sont beaux, riches et célèbres qu'à ceux qui sont laids, pauvres et inconnus. On vit dans un monde qui est malheureusement fait sur les apparences. C'est triste, mais on est quand même capable, à titre individuel, de prendre du recul, de ne pas se laisser berner par tout ce qui se passe aujourd'hui, de ne pas nous laisser dévaloriser par la pression sociale que l'on subit en permanence, notamment donc sur l'image corporelle, et essayer de redorer notre estime de soi en travaillant sur des critères beaucoup plus internes, et puis faire en sorte d'apprendre au fur et à mesure d'accepter notre corps, ce qui ne veut pas dire se résigner, hein, parce qu'on a beaucoup de mal, les Français, avec ce terme d'acceptation corporelle. Accepter, c'est pas se résigner, accepter, c'est juste accepter ce qui est. Mon corps est ce qu'il est. Mais ça ne m'empêchera pas d'essayer de mettre en place différentes actions pour essayer de le modifier, de l'améliorer. Accepter son corps, c'est finalement la première chose à faire pour pouvoir s'engager. Et vous l'avez compris que pour s'engager, l'estime de soi est extrêmement importante. On ne s'engage dans l'action que si, finalement, à moins d'avoir des troubles psychologiques, mais la plupart du temps, on ne s'engage dans l'action que si on a suffisamment confiance en soi. Et la confiance en soi dépend de l'estime de soi. Donc j'aurai l'occasion de vous parler de la confiance en soi dans d'autres vidéos. En tout cas, j'espère que celle-ci sur l'acceptation corporelle, les comparaisons toxiques et l'estime de soi vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis personnels, à me faire part de vos propres expériences en commentaire. Je serai ravie de vous y répondre et de pouvoir continuer à échanger avec vous sur ce sujet qui est tout à fait passionnant et je pense de plus en plus d'actualité avec cette société dans laquelle on vit qui a marchandé le corps et standardisé la beauté afin de toujours vendre et faire de l'argent. Si le sujet de l'estime de soi vous passionne autant que moi j'ai été formée avec à l'outil Estime, donc à la psychonutrition, avec le collège médical pour la nutrition comportementale. J'ai des cours dans un DU de TCC 3e vague, de thérapie cognitivo-comportementale de 3e vague, dans lequel on parle d'estime de soi. Mais il y a pas mal d'ouvrages que j'ai lus afin de permettre d'approfondir un petit peu les choses et que je trouve extrêmement intéressants et qui sont à la portée de tout le monde. Vous n'êtes pas obligé d'être un professionnel de santé, d'être un psychologue, un psychiatre ou que sais-je pour le comprendre. Ce sont vraiment des livres qui sont à la portée de tout le monde et que je trouve extrêmement intéressants. Il y en a certains dont je vous ai déjà parlé. Les 3 ouvrages sont de Christophe André. Vous savez à quel point je trouve que ce psychiatre est extrêmement intéressant et il a une manière d'aborder les choses très simplifiée, vraiment à la portée de tout le monde, de tout un chacun. Donc, je vous avais déjà parlé du livre Imparfait, libre et heureux, pratique de l'estime de soi, que je n'ai pas avec moi, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos. Le second, c'est l'estime de soi. Donc il a coécrit avec un autre psychiatre, le docteur François Lelord. Celui-ci est extrêmement intéressant, tout autant que celui Imparfait, libre et heureux. Il y a des petits tests à l'intérieur, vraiment très chouette. Je vous referai des vidéos sur des parties bien spécifiques. Ce que j'aime bien, c'est qu'il référence systématiquement des expériences, des études qui ont été mises en place pour mettre en avant tel ou tel phénomène, et je trouve ça super intéressant. D'ailleurs, il parle à un moment d'une petite étude qui a été faite qu'ils ont appelée Monsieur Crade et Monsieur Propre. Et c'est pour mettre en avant justement ces comparaisons toxiques et le fait qu'elles ont tendance non pas à stimuler mais à diminuer l'estime de soi. Je vous la raconte rapidement parce que vraiment elle m'a fait sourire. Donc en gros on met donc le sujet qui va être évalué, on le met dans une pièce avec
donc des questionnaires un peu bidons à lui faire remplir. Et puis on fait rentrer dans la même pièce Monsieur Propre, donc un étudiant à une très belle allure, très bien habillé, alors comment est-ce qu'il nous raconte ça quand il ouvre sa petite sacoche, sa petite serviette, il y a des bouquins ou des thèses qu'il laisse discrètement, nonchalamment sortir de sa serviette. Voilà, il est très impressionnant. Et il remplit lui les questionnaires qui ne sont absolument pas les mêmes puisque c'est un acteur très rapidement, et puis il s'en va. Et on se rend compte que lorsque l'on fait remplir un questionnaire d'estime de soi à la personne, donc au sujet qui a été mis en contact avec ce Monsieur Propre, il a une estime de soi qui chute complètement par rapport à un questionnaire qu'on lui aurait fait faire avant. Et on fait faire le même questionnaire avec donc Monsieur Crade qui lui arrive et qui est l'antithèse de Monsieur Propre. Il arrive, il est mal habillé, il a une tache de ketchup sur sa chemise, il arrive avec un sac plastique, à l'intérieur il y a des BD. Alors lui je pense qu'il avait employé le terme de revue pornographique. Voilà, il commence à remplir les questionnaires, il ne comprend rien, il demande au sujet de quoi il s'agit. Et puis donc bref, il s'en va, et quand on refait faire les tests d'estime de soi au sujet, on se rend compte que l'estime de soi est augmentée. Donc vous voyez finalement par rapport à la comparaison sociale à laquelle vous allez être soumise, vous allez avoir une estime de soi qui va être soit augmentée, soit diminuée. Donc encore une fois, c'est tout le problème aujourd'hui des modèles qui nous sont imposés, notamment sur les réseaux sociaux, sur YouTube, d'influenceurs parfaits, auxquels on va se comparer et qui ne vont pas être des modèles, qui vont pas être des modèles qui vont nous stimuler, qui vont être des modèles idéalisés, donc l'idéalopathologie, vous vous en souvenez, qui vont faire qu'on va finalement se dévaloriser, diminuer notre estime de soi. Donc voilà, j'avais bien aimé cette expérience du Monsieur Crade et Monsieur Propre, j'ai trouvé ça très drôle. Et il y en a un autre qui est encore plus ludique, qu'il a écrit avec un illustrateur, Muso, qui est super sympa, très facile à lire. Alors pour le coup celui-là vous pouvez l'acheter, c'est très pratique, très facile à lire, c'est très pratico-pratique je dirais. Donc c'est ce livre, donc Christophe André et Muso, Je guéris mes complexes et mes déprimes. Et donc à chaque fois vous avez des petits passages de Christophe André. Donc moi j'aime beaucoup surligner. Donc qu'est-ce qui m'empêche de m'affirmer? Donc là il a pris vraiment en compte 4 points. Bon, je vous ferai une vidéo détaillée sur ce livre si vous voulez, parce que je le trouve vraiment très bien. Et puis vous avez des petits dessins avec des petits comme sous forme de bande dessinée, c'est pour illustrer les propos de Christophe André, et je le trouve génial ce petit livre. Il coûte 8,50 € sur Amazon, vraiment très chouette. D'ailleurs les livres de Christophe André, que ce soit chez Odile Jacob, là c'est au point je crois, oui, le cercle point, ils sont vraiment pas chers et ça vous fait vraiment des livres de psychologie qui sont validés, qui sont écrits par des gens compétents et reconnus professionnellement, extrêmement intéressants. Je crois que ceux-là c'est dans les 8,90 €. Moi j'achète tous mes livres sur Amazon. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et voilà, j'en suis super contente. Moi ça me sert énormément pour approfondir mes cours, pour approfondir les conférences auxquelles j'assiste. Voilà, ça me permet de peaufiner un petit peu mes prises en charge, de voir ce que je peux rajouter, ce que je peux améliorer. Et dans ma vie personnelle aussi, ça me sert beaucoup. Donc voilà pour... celui-là je vous l'avais déjà montré. Pour ces 2 bouquins, et je vous mettrai l'autre donc qui est extrêmement intéressant, Imparfait, libre et heureux. Et comme ça vous pourrez éventuellement les acquérir si le domaine de l'estime de soi vous intéresse autant que moi. Je vous dis à bientôt. Ciao!